Bonjour à tous, Richard Demour, avocat fiscaliste, avocat depuis 1993, fiscaliste depuis 1997, coach au club depuis déjà plus de 10 ans et ça me fait plaisir d'être avec vous. Le partenariat, moi, je mets ça dans son sens large. Le partenariat, oui, c'est en quelque part des personnes qui s'unissent pour faire un projet. Le partenariat, moi, je le vois avec des partenaires actifs, je le vois avec des partenaires passifs, je le vois aussi avec des prêteurs privés qui, en quelque sorte, deviennent des partenaires. Donc, pour moi, le partenariat, ça a un sens très élargi et même, à mon point de vue, des fournisseurs deviennent des partenaires pour nous. En immobilier, pourquoi aller avec le partenariat? Bien, on l'a vu au cours des dernières années. Le prix des immeubles a augmenté énormément. La valeur économique est plus basse que le prix vendu. À un moment donné, ça prend plus de cash, ça prend des ressources. Notre parc vieillit, il y a beaucoup d'optimisation. Des fois, on entend du négatif sur les rénovictions, mais on n'est pas toujours dans des cas de rénoviction. L'optimisation des immeubles fait en sorte qu'on régénère notre parc immobilier. À mon point de vue, c'est important, puis le partenariat permet justement d'arriver à ces fins-là. Bien, moi, ce que je vois souvent dans l'industrie, c'est ben, tu as 2 personnes, 3 personnes qui se mettent ensemble pour acquérir un parc. Et pourquoi ils se mettent ensemble? Bien, c'est souvent de la complémentarité parce qu'un va être fort sur les travaux, l'autre va être plus fort en finance et ensemble, ils mettent leurs compétences en commun puis ça permet des beaux partenariats. Je te donnerai l'exemple, j'ai des immeubles avec Yvan. Bien, pour moi, Yvan, il est ingénieur de formation. Moi, de la brique, je regarde ça, ça ne me parle pas tellement, ça parle plus à Yvan, mais quand vient le temps de négocier avec des locataires ou négocier avec un vendeur d'immeubles, ben, je pense que je tire bien mon épingle du jeu. Donc, nos forces complémentaires amènent un partenariat puissant, que je dirais. Le partenariat, moi, je vais comparer ça à un couple, hein, mais sans l'aspect sexualité. Donc, on partage des biens en commun, on partage beaucoup d'énergie ensemble. Et moi, ce que j'ai vu au fil de ma pratique, souvent, c'est une question de gestion d'attente. Et ce que j'amène les gens à réaliser, c'est qu'il faut être en mesure de gérer les attentes de nos partenaires et de gérer nos propres attentes. En partenariat, je pourrais comparer ça à quoi? Imagine, Simon, toi et moi, on commence à acheter des immeubles. Et moi, ça fait 3 deals que j'amène sur la table, qu'on fait ensemble, ça va bien. Et toi, le premier deal que tu obtiens, au lieu de le présenter à notre partenariat, tu le fais tout seul. Quelle était l'attente des parties? Bien, par les gestes que j'ai communiqués en amenant 3 deals, bien, moi, mon attente est qu'on fait ensemble les deals. Mais toi, tu n'avais pas possiblement cette attente-là. Il faut être capable d'en parler dès le départ. Simon, si on a des deals, comment procède-t-on? C'est quoi tes attentes par rapport à ça? C'est quoi les miennes? N'ayez pas peur de jaser. Et souvent, puis c'est rendu un running gag parce que des fois, j'ai 2 couples qui investissent ensemble, puis je leur dis, très important, dès le début de votre partenariat, une coupe de bons soupers avec un peu de vin pour qu'on soit capable de se parler des affaires. Ça prend quelqu'un qui connaît la game, que ce soit un avocat fiscaliste, un notaire. Ça prend quelqu'un qui connaît la game et qui est capable de proposer des choses aux gens, de les amener à réfléchir. Actuellement, on s'en tire en quelque part 2000, 2500 plus taxes. La première rencontre, la rédaction, puis après ça, la deuxième rencontre. Grosso modo, là, dans ces prix-là, on arrive à faire la job et souvent, comme je dis, par exemple, il faut laisser un temps entre les deux pour que les gens aient le temps de lire, aient le temps d'absorber. Pour moi, ça, c'est très important. Quand on tombe dans un partenariat avec des actifs, des passifs, ma vision des choses est simple.
OK? Moi, quand je rencontre ces gens-là, ce que j'essaie de faire, c'est de dire, il faut, dans notre entente, que les actifs aient la liberté nécessaire pour faire la job qu'ils ont à faire, que ce soit de l'optimisation, que ce soit de la gestion. Donc, il faut qu'il y ait les coûts des franches, d'un côté. Et de l'autre côté, bien, il faut protéger les passifs sur tout ce qui est l'argent. Pourquoi? Parce que, oui, je veux donner liberté sur la gestion du projet, mais d'un autre côté, je veux m'assurer qu'on protège les investissements et que l'argent ne sorte pas. Donc, sur les décisions au day-to-day, souvent, on va remettre ça aux partenaires actifs. Mais quand vient le temps de dire on sort de l'argent du partenariat, ça va prendre l'unanimité. Donc, que les passifs embarquent. Est-ce qu'on est en train d'aller refinancer? Est-ce que c'est le temps de faire d'autres dépenses? Toutes dépenses au-dessus de tel montant. Donc, on va encadrer l'aspect monétaire pour rassurer le partenaire passif. Parce que pour lui, il met de l'argent, il s'attend à un rendement. Donc, il faut gérer cette portion-là. Les actifs qui ont les mains dedans, bien, il faut qu'il y ait la liberté. C'est un petit peu ma pensée dans un partenariat actif-passif. Dans la convention de partenariat, bien, quand il y a des passifs qui ont mis de l'argent et que des actifs n'ont pas mis de l'argent, bien, je vais m'assurer qu'il n'y a aucune somme qui sort avant que les passifs aient été remboursés. Par exemple, dans le cadre d'un refinancement, bien, il y a une entente que prioritairement, on rembourse les mises de fonds avant toute distribution. Bon, des fois, ça va varier parce que dans des gros projets d'optimisation, des fois, les actifs vont avoir droit à une rémunération d'optimisation, puis on va jouer avec ça. Mais le principe général, ça va être ça. Il y a du cash, on protège ce cash-là, on rembourse prioritairement ce cash-là. Le prêteur privé, je te dirais, on en voit de plus en plus. Et c'est là souvent que je te dis que ça devient un partenariat parce que les mises de fonds sont de plus en plus importantes à l'achat et le prêteur privé devient un partenaire là-dedans qui permet l'acquisition de l'immeuble. Souvent, c'est dans des fins d'optimisation parce qu'il faut comprendre qu'un prêteur privé, c'est très intéressant, mais il faut connaître la méthode de sortie, autant pour l'investisseur que pour le prêteur privé. Le prêteur privé, lui, il n'a pas intérêt à être là trop longtemps avec toi. Donc, souvent, on parle d'un délai qui va s'étirer jusqu'à 1 an, des fois 18 mois. OK? Mais il faut connaître la porte de sortie. Donc, c'est pour ça que je parle souvent d'un projet d'optimisation où on est en mesure de savoir l'immeuble a une valeur aujourd'hui, on va l'amener à une autre valeur qui va permettre un refinancement et de sortir le prêteur privé. Donc, dans des projets comme ça, mais moi, ce que je dis aux investisseurs, oui, c'est bon, mais il faut connaître comment on va sortir le prêteur privé à l'avance parce que ça peut devenir une épée de Damoclès et une épine qui fait mal si on l'étire trop longtemps. Moi, je dis tout le temps, l'important, c'est de prendre le temps de bien faire les choses et ça commence par être capable de se parler et de ne pas avoir peur de gérer les attentes de l'un et de l'autre. Je vous le dis, 2 secrets. Le premier, c'est la gestion d'attente. Deuxième, c'est la communication de l'information. C'est les 2 reproches principaux que je vois quand un partenariat tombe. Donc, avec ce qu'on a aujourd'hui comme véhicule cloud dans le nuage, mettez votre information partageable pour tous les partenaires, puis ça va simplifier bien les choses. Gérez vos attentes, partagez l'information. Bon partenariat, ça peut vous mener loin. Parce que tout le monde le sait, seul on va plus vite, à plusieurs, on va plus loin.